Bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde intitulée Ma boussole, mon amour. Une table ronde sur l'autre aimé, l'autre qui conforte, inquiète, interroge, sur la fuite aussi, sur l'errance. Donc table ronde en l'absence d'Odile d'Outremont et de ses déraisons, mais en présence de Pauline Delabroix-Allard, ici, il y a les noms devant, et de Nathalie Yotte, juste à côté de moi. Pauline Delabroix-Allard et Ça raconte Sarah, premier roman publié aux éditions de Minuit, portrait d'une passion, portrait de femme, Sarah, portrait de femme au pluriel peut-être, parce que celui de la narratrice est aussi là, en filigrane. Et je le disais, c'est aussi une fuite, et une fuite vers le sud. On en parlera puisque Nathalie Yotte, c'est vers le nord que fuit votre héroïne, votre narratrice, dans ce premier roman publié aux belles éditions de la Contralée, Le Nord du Monde. Or, premier roman, mais pas premier livre, puisque vous avez déjà plusieurs de vos textes poétiques qui ont été publiés. Puis vous êtes, donc texte poétique, vous êtes poète, vous êtes chanteuse, vous êtes performeuse, et donc maintenant romancière. Amour, passion, rapport charnel, fuite, pas forcément dans le même ordre, mais il me semble que ce sont là des points communs dans vos romans, et on va voir comment vous les abordez l'une et l'autre. Pauline, je l'ai dit, histoire d'une passion, celle de votre narratrice, jeune mère de famille, professeure, qui, dans une soirée, rencontre une femme pleine de feu, pleine de soufre, pleine de rire, pleine de vie, qui s'appelle Sarah. C'est l'histoire d'une passion entre deux femmes qui, il me semble, ont quand même deux caractères assez opposés. Vous nous en parlez un peu de ces deux caractères Oui, c'était là tout ce que j'avais envie de raconter, c'était cette rencontre improbable et qu'elles ne s'attendaient pas à vivre ni l'une ni l'autre avec quelqu'un qui ne leur ressemble pas du tout et dont sur le papier comme ça il était quasi impossible qu'elle tombe amoureuse. Donc c'est vrai que la narratrice, c'est deux femmes qui n'ont pas le même âge, qui viennent pas du même milieu. La narratrice, elle est, vous l'avez dit, elle a une vie assez rangée, elle est mère de famille, avec une vie très calme. Et Sarah, c'est tout le contraire. Sarah, c'est un personnage extravagant, plein de fantaisie, qui ressemble à la fois à une enfant, et puis en même temps, c'est quelqu'un qui suscite chez la narratrice une grande admiration, parce qu'elle a ce métier de concertiste virtuose. Elle joue dans un quatuor à cordes, elle s'en va à l'autre bout du monde, elle revient, elle fuit tout le temps. Donc voilà, c'est un personnage qui semble insaisissable et que j'ai essayé, moi, de saisir, en tout cas dans un instant de sa vie. Elle n'est pas nommée, c'est Sarah qui a un prénom, la narratrice n'est pas nommée, ça c'est un point commun que vous avez toutes les deux. Alors, je vais peut-être demander d'abord à Nathalie pourquoi sa narratrice n'a pas de prénom, et puis on enchaînera avec Pauline. Alors, on finit par apprendre son nom de famille grâce à cet enfant qu'elle va rencontrer. Mais elle est quoi ? Elle est le symbole de quelque chose qui pourrait arriver à toute femme, ou elle n'a pas de prénom parce qu'il y a un effet peut-être de dissolution dans une histoire d'amour qui vient de se terminer. Oui, peut-être que ça fait comme ça. Bon, ça fait... Ah, si, ça y est, ça marche. Merci. Elle n'a pas de prénom. C'est vrai qu'à un moment donné, on apprend son nom de famille, effectivement. Il a bien fallu qu'à un moment donné, elle le pose sur cet enfant. Et... je pense que oui, peut-être qu'elle représente effectivement cette idée d'une femme qui pourrait être n'importe qui, moi, vous, n'importe quelle femme à qui il peut arriver cette histoire, puisque c'est quand même cette histoire de fuite, dont on parlera sûrement tout à l'heure, et après une séparation amoureuse, donc elle fuit... et elle est déjà fragilisée. Donc l'idée quand même de cette partance, c'est de partir fragilisée, et c'est un livre sur la perte des repères en fait. Donc voilà.
c'est ce qui peut arriver un petit peu à tout le monde. J'ai travaillé beaucoup avec des SDF, j'ai écrit un livre sur la précarité, donc je suis allée un petit peu en résidence d'observation, on va dire, dans un centre d'accueil. Et il y avait cette idée, effectivement, que j'ai voulu découvrir un petit peu les racines du mal. Bon, ça a été assez général, manque d'affection, des choses comme ça. Mais disons que, voilà, c'était le cheminement pour en arriver à ce point-là. Et donc, c'était un peu le départ de ce livre. Et ce qu'on dit souvent, ça peut arriver à tout le monde, etc. Donc, c'était un peu une personne que je voulais pas noter comme étant un individu précis. D'ailleurs, oui, parce qu'on sait très peu de choses sur elle. Autant la narratrice chez Pauline est professeure à une fille, on sait ce que fait Sarah, les violonistes, on la suit. Là, finalement, de sa vie d'avant, on ne sait pas, rien. Même sa vie d'après, enfin, même quand elle revient, ou voilà, on ne sait pas quel métier elle a. J'avais pas envie de la décrire dans une société quelle qu'elle soit, enfin, dans une classe sociale, ou voilà, pour effectivement pour pouvoir montrer que ça peut être n'importe quelle femme, qu'elle soit issue de n'importe quel milieu, en fait. L'idée, c'était vraiment la fragilité, la fuite, et puis tout ce qui va se passer après, par la suite. Et l'homme qu'elle fuit peut-être, puisqu'elle part, elle veut partir vers le nord, parce que c'est là qu'il n'aura pas l'idée d'aller la chercher. On ne sait pas bien pourquoi. On sent une peur, mais en même temps, lui dit elle raconte qu'il lui dit qu'il veut un joli finissage. Il me semble que c'est le mot que vous employez. Un cadeau de finissage, oui. Et vous l'appelez l'homme-chien. Donc lui non plus, lui aussi est flou. Voilà, mais c'est peut-être cette idée aussi de la poésie. Comme j'ai beaucoup écrit de poésie, et l'idée du sens ouvert, de quelque chose où on peut vraiment mettre ce qu'on veut, en fait. Par rapport aux rencontres que je fais, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur cet homme-chien. Il y a certaines personnes qui croient que c'était une femme battue, alors que pour moi, ça n'est pas du tout une. Elle part, après une séparation douloureuse parce que l'amour, c'est douloureux quand ça finit. Et voilà, c'était le départ, toujours pour dire qu'elle s'en va. Elle n'est pas complètement... elle est déjà un petit peu sensible à l'extrême. Ouais, quelque chose comme ça. Pauline, j'ai employé le mot dissolution. Est-ce que, justement, la narratrice n'a pas de prénom parce qu'il y a un effet de dissolution dans cette passion par rapport à Sarah, la lumineuse qui prendrait un peu toute la lumière? Plus que la dissolution, je pense que j'ai vraiment voulu écrire un livre sur l'obsession. L'obsession qui rend fou quand on est très amoureux comme ça, comme c'est le cas de la narratrice. Et du coup, j'avais envie, pour effet de ça, qu'il y ait uniquement le prénom de la femme aimée, donc de Sarah, qui soit visible, en fait, même en feuilletant le livre rapidement, qui revienne comme ça sur le tissu même de la page, qui s'incruste dans le texte, dans le papier. Donc voilà, il est sur la couverture, bien sûr, sur la 4e aussi, et puis il est tout le temps là dans le texte. Et donc, j'ai pas eu envie de nommer ni la narratrice, ni son enfant, qui s'appelle l'enfant. Il y a quelques prénoms dans la partie italienne, effectivement, mais parce que j'ai pas pu en faire l'économie. Mais c'était l'idée que une fois Sarah présente, et elle est très vite dans le récit, il n'existe plus qu'elle, y compris sur le texte, quoi. Oui, effectivement, pendant l'errance, par contre, les prénoms des gens rencontrés sont là, et ça, c'est un autre point commun de vos deux livres. Dans la partie italienne, qui est la 2e partie, quand elle va fuir après la rupture, effectivement, il y a l'ours slovène et sa compagne dont j'ai oublié le prénom, il y a son ami à Milan, et là, les prénoms, effectivement, arrivent. Et par contre, aussi, votre narratrice, plus elle monte vers le nord, à chaque rencontre, il y a Monsieur Pierre, il y a Didier, il y a Madame Flèche. Il y a les 3 Polonais, il y a le Norvégien, enfin tous les prénoms sont là.
Oui, tous les prénoms sont là parce que ce sont des individus qui vont de toute façon ne pas rester longtemps, puisque moi c'est un road trip en fait, quelqu'un qui s'en va, qui traverse plusieurs pays jusqu'au nord du monde, enfin son obsession à elle, pour revenir sur l'idée de l'obsession, ma narratrice a aussi cette obsession du nord du monde, et ce seront des individus que je nomme parce qu'elle va s'y attacher pas longtemps, et que de toute façon elle n'est pas là. Elle n'est pas là pour rester avec eux, en fait. Ça avance tout le temps, en fait. Voilà. Pauline, c'est aussi par rapport à une cohérence littéraire. Il y a un moment où il faut que ces prénoms arrivent quand même. Oui, et puis un peu pour les mêmes raisons que Natacha, c'est des gens qu'elle croise sur sa route, qui sont un peu vecteurs comme ça pour elle d'une mobilité, qui l'emmènent, mais qui n'ont pas une importance, capitale. D'ailleurs, voilà, on les oublie facilement. C'est des prénoms. Je m'y suis pas attachée. J'ai essayé de faire sans, et puis c'était trop compliqué. On comprenait plus rien. Donc voilà, j'en ai quand même nommé 2-3, mais je pense qu'on voilà, ça occulte pas quand même de toute façon Sarah, qui même dans cette partie-là, alors qu'elle n'existe plus concrètement dans la vie de la narratrice, est quand même ultra présente. Voilà. Ce sont 2 romans du mouvement. Il y a énormément de mouvements, mais alors pas que à cause de la fuite, parce que toute votre première partie, Pauline, qui relate cette passion, cette histoire d'amour folle, elles sont en mouvement tout le temps, pour se rejoindre, aussi par le métier de Sarah, qui voyage beaucoup, mais on sent que ça ne s'arrête pas une seconde. Il y a du mouvement et du rythme. Et puis après, il y a la fuite. Alors, je le disais, on y reviendra peut-être, pourquoi une choisit le nord et l'autre le sud. Là aussi, évidemment, on a l'impression qu'elle veut descendre toujours plus bas. Bon, finalement, au lieu d'aller de Milan à Naples, elle ira à Trieste, donc elle descend plus, mais il faut toujours aller plus loin. Et il y a ça aussi chez votre narratrice. Elle part de France, elle passe par la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, pour arriver jusqu'en Norvège. Elle veut arriver à toucher le mur du fond du nord du monde. Et moi, je me suis dit que la narratrice chez Pauline voulait arriver à toucher le mur du fond du sud du monde. C'est difficile, ça, à retranscrire littérairement ce mouvement perpétuel que vous donnez à vos personnages. Alors, je sais pas si ça a été vraiment volontaire. C'est arrivé assez naturellement, cette idée. Alors déjà, moi, en poésie, j'écris de cette manière très saccadée, très minimaliste, avec des phrases très courtes, etc., qui donnent un rythme, parce que ça peut s'apparenter à de la poésie sonore, on va dire, quelque chose comme ça. Et donc j'avais, pour ce roman, parce que, bon, voilà, j'ai surtout écrit des textes courts, et quand j'ai eu cette idée du roman, il a fallu que je commence beaucoup de débuts de roman pour arriver à me dire, bon, voilà, ce début, il va m'emmener vers quelque chose. Et justement, parce que c'était l'idée d'une fuite, et donc ça correspondait complètement à mon écriture, très rythmique. Et voilà, et ça a commencé avec cette idée de femme qui court comme un poulain. Et donc la forme s'est imposée assez directement. Et je me suis dit, tiens, avec ça, le fond et la forme vont pouvoir vraiment être en corrélation. Et ça va créer quelque chose. Donc ça a été assez naturel. Et en fait, ce qui est rigolo avec le roman de Pauline, c'est que en fait, moi, il y a la course et après ça s'arrête. Il y a la pause dans ce camping là, tout là-haut en Norvège, alors que la fuite est après. Enfin, moi, c'est la fuite au début et après ça s'arrête. Et enfin, voilà. Après, la fuite devient autre quand elle s'arrête. Il y a la fuite d'abord, l'amour après. Alors on en parlera, voilà. Un amour peut-être bizarre, mais l'amour arrive après. Alors qu'effectivement, chez Pauline, il y a l'amour d'abord et la fuite après, même si... Oui, et je sais pas si ça se remarque un petit peu, je pense, à partir du moment où la narratrice se pose dans ce nord du monde, enfin dans son nord du monde à elle, l'écriture devient beaucoup plus lente, longue, lyrique, un peu plus descriptive de l'endroit aussi, alors que quand elle trace, je décris très peu les lieux en fait, et voilà, il y a une espèce de... C'était volontaire en fait, là, à ce moment-là, c'était volontaire, je me suis dit quand elle va s'arrêter,
je vais arrêter d'avoir cette écriture très rythmique, puisque en fait, elle ne correspond plus à son tourment et là où elle s'est installée. Pauline, il y a aussi 2 écritures entre la première et la deuxième partie. C'est 2 mouvements de concerto différents, ou c'est pour faire le parallèle avec la musique, mais effectivement, les écritures ne se ressemblent plus entre l'écriture de la passion qui va très très vite et Trieste qui est une fuite, mais c'est plus lent. Oui, j'ai l'impression qu'on a un peu le même genre de trajet d'écrivain, enfin dans nos 2 textes avec Nathalie, parce qu'effectivement, moi j'ai travaillé vraiment le roman en 2 parties, et dans ce que je voulais raconter, et aussi dans la forme que je souhaitais épouser les choses que je racontais. Donc effectivement, ce côté un peu effréné du début, de quand elle se rencontre, quand elle tombe amoureuse, tout va très vite, et puis assez fragmentaire, parce que j'avais envie d'essayer de me souvenir, en tout cas d'essayer de retranscrire cette chose quand on tombe amoureux de quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, et qui fait qu'on l'aime pas tout de suite d'un coup, forcément. On a accès d'abord à une petite chose, on note quelque chose, et puis on se revoit, on note autre chose, mais ça peut être des détails infimes comme ça, un vêtement, une expression, je sais pas, et puis au fur et à mesure qu'on se rencontre, on amasse des pièces d'un pulse, et à la fin on aime ou on n'aime pas d'ailleurs le dessin du pulse, quoi. Et donc c'est pour ça que tout le portrait de Sarah est constitué de petits fragments, de petits paragraphes qui seraient comme des pièces. Et puis la partie italienne, c'est autre chose, un peu à nouveau comme Nathalie, c'est-à-dire que l'écriture est beaucoup, les paragraphes vraiment s'allongent, les phrases aussi, c'est le temps de l'introspection, c'est le temps du deuil amoureux, donc il y a une écriture qui change j'allais dire du tout au tout. Alors bon, après je pense qu'on peut reconnaître quand même, mais voilà, c'est une autre partie, un autre espace-temps en fait, surtout. Il y a une sorte de fuite en avant chez votre narratrice, on a compris, ça ne s'arrête jamais. Alors elle, c'est la fuite en avant pour laisser l'amour derrière elle, puis elle va trouver une autre forme d'amour. Chez Pauline, ça fait 3 fois que je le lis, 3 fois que je me demande si la fuite en avant, c'est l'amour ou si c'est après. Oui, bonne question, très bonne question. Elle se perd dans cet amour. Enfin, en réalité, c'est pas un amour, hein, c'est une passion. Moi, je distingue vraiment les deux. Donc, c'est une perte. Enfin, je veux dire, la narratrice se perd, Sarah a l'air de se perdre aussi, même si on a moins accès à ce qu'elle ressent. Évidemment, c'est un personnage qui reste comme ça derrière quand même un écran, l'écran des mots. Mais elles s'y perdent toutes les deux. C'est quelque chose, c'est à la fois merveilleux évidemment, et puis une très grande souffrance. Donc, il y a un côté bizarrement un peu soulageant aussi quand elle s'en va en Italie, alors que pourtant son amante est peut-être morte, elle sait pas. Elle est de toute façon dans un deuil amoureux, si ce n'est physique, et du coup c'est censé être tragique, et pour autant j'ai voulu que ce soit assez lumineux, en tout cas le début. Donc elle retrouve quelque chose de son enfance, une fois la passion terminée, donc je sais pas répondre à ça. Votre narratrice Nathalie, elle, dans sa fuite, elle est beaucoup plus ouverte aux autres. Alors je ne sais pas si c'est le fait de peut-être se précariser de plus en plus et d'avoir besoin d'une solidarité, mais elle rencontre, il me semble, beaucoup plus de monde. Même quand elle arrive, alors encore plus quand elle arrive dans ce camping au bout du monde. Elle en rencontre beaucoup sur la route aussi. Elle a rencontré plein de gens sur cette route. Elle est généralement ouverte aux gueules cassées, aux exclus, aux hommes violents. Enfin, Monsieur Pierre, qui le premier à la prendre en stop. Comme elle est en errance, elle rencontre surtout ce genre de personnage. Et puis plus ça va, plus ça se dégrade elle aussi. Mais oui, il y a tout un passage comme ça où elle dit qu'avant, elle était
en couple avec l'homme-chien et comme quelque chose de très fusionnel et où les gens l'importaient peu en fait. Et puis d'un coup, elle se retrouve toute seule, elle découvre, et surtout il y a un passage qui dit l'immensité des faiblesses. Elle rencontre surtout la faiblesse des gens et donc elle se rend compte que c'est très intéressant parce que bon, là c'est un peu l'auteur qui parle aussi, que les accidents, les faiblesses sont bien plus intéressantes chez les gens, je trouve, que la brillance, que la réussite, etc. Donc oui, donc elle, et puis c'était ce road trip, il fallait bien qu'il se passe des choses, donc elle rencontre des gens, et puis elle a cette idée du corps aussi, elle se donne beaucoup avec son corps, parce qu'elle veut sûrement briser quelque chose. Enfin, ce qui est rigolo avec le livre de Pauline aussi, c'est que toi tu dis la fuite c'est pour me brûler les yeux. Et moi, je dis pour me cramer dans la lumière, enfin, c'est pour cramer ma mémoire, en fait. Les deux veulent oublier quelque chose, enfin, leur passé, en tout cas. Donc, il y a cette idée, ouais. Pauline, j'ai l'impression que votre narratrice, elle, dans sa fuite, on l'a dit, il y a quelques personnes, quelques prénoms qui apparaissent, mais moi, j'ai l'impression qu'elle s'enferme de plus en plus, beaucoup plus que la narratrice de Nathalie. Oui, c'est ça, elle va vers un enfermement, elle va dans une ville qu'elle ne connaît pas, qu'elle explore d'abord un peu, et puis très vite, en fait, elle fait toujours le même trajet, dans une espèce de boucle un peu folle comme ça, mais qui veut dire le ressassement, l'obsession, la présence continue comme ça de Sarah, même absente, qui reste là comme un fantôme, voilà, qui la torture. Et puis ensuite, quand elle a plus la force de faire ça, elle est dans son appartement, et puis de l'appartement, plus que dans une seule pièce, et puis ensuite dans le lit. Donc on va vraiment comme ça vers un appauvrissement de l'espace qui est en réalité le miroir de l'appauvrissement de son espace mental, qui n'est plus capable de penser autre chose, autrement que par le prisme de cette passion qu'elle a vécue. Donc voilà, c'est l'obsession, c'est-à-dire que ça tourne, et puis il n'y a aucune fenêtre d'ouverture, même quand on s'en va, même quand on va loin, même quand on va sur un territoire inconnu, même quand on laisse son enfant. Malgré tout ça, voilà, elle est très seule en fait. Alors avant de reparler du corps, parce qu'il me semble que c'est très présent aussi dans vos livres, il faut quand même que je vous la pose la question à un moment ou à un autre, pourquoi le nord, pourquoi le sud, et quand je dis le sud, c'est pas que l'Italie, parce qu'elle va aussi à Marseille, mais elle descend. Chez Pauline, elle descend. Chez Nathalie, alors effectivement, au début, elle dit je vais dans le nord parce que c'est là qu'il ne me trouvera pas, mais effectivement, ma boussole, mon amour, titre de la table ronde, perdre le nord, j'ai perdu le nord, j'imagine. Mais pourquoi ces choix-là, pourquoi ces lieux-là? Et puis, est-ce que vous avez écrit des lieux que vous connaissiez déjà bien l'une et l'autre? Alors, bon, le nord, pour moi, c'est peut-être parce que je suis une fille du sud et que l'opposé, c'est plutôt vers le haut que vers le bas. Et puis il y a cette idée aussi, alors je ne suis pas allée en Norvège, mais je suis allée en Islande, donc j'ai connu je suis aussi allée au Danemark, enfin je suis quand même allée dans certains pays du Nord, et elle cherchait la lumière, cette idée métaphorique de la blancheur, de la pureté, de se laver, de devenir blanche en fait, et donc c'est vrai qu'il y a cette idée de jour sans fin, enfin de jour lumineux tout le temps, et donc c'est pour ça aussi. Et puis effectivement, quand je suis allée dans ces pays, surtout en Islande, les fjords, c'est majestueux, on se sent tout petit face à cette nature très imposante. Donc voilà, c'était cette idée où elle se retrouve toute petite et toute blanche. Pauline, chez vous, elle cherche le bleu, non? Le petit banc bleu face à la mer bleue. Voilà, la mer, le banc. Mais c'était l'idée du Sud. Alors, j'ai pas pensé ça comme ça, hein, mais pour répondre à cette question, c'était plutôt l'idée du soleil, de la lumière qui
qui est indécente en fait après la catastrophe, quoi, que d'imaginer que la lumière comme ça, si belle, puisse continuer à exister malgré la catastrophe. J'avais envie de ça, qu'elle se rende compte que le monde continue à être beau, à étinceler comme ça, et puis qu'en fait ça devient indécent quand on subit un deuil, on trouve que ça devrait pas exister, que la planète devrait être plongée dans les ténèbres, et voilà. Et du coup c'était ça. Et puis effectivement c'est des villes que je connais. Marseille, j'ai beaucoup parcouru Marseille, c'est une ville que je connais très bien. Et Trieste, c'est la ville qui m'a lancée dans l'écriture de ce livre, c'est-à-dire que j'y suis allée moi-même par hasard. Pas dans les mêmes circonstances évidemment, mais par hasard aussi, voilà. Et quand j'y suis allée, je me souviens m'être dit, si un jour j'écris un livre, mais c'était un fantasme encore, j'aimerais que ce soit une partie du décor. Et en fait, quand je me suis lancée dans l'écriture de mon roman, je me suis dit que plus loin qu'un décor, ça allait être un personnage. Je voulais que la ville soit personnage, quoi. Donc voilà. Deux écritures très charnelles. Je pense que ça ne vous choque pas si je dis ça l'une et l'autre. Le rapport au corps et là, le rapport au désir. Vous décrivez, Pauline, fabuleusement bien le désir féminin et deux corps féminins ensemble dans un lit ou sous une douche, ou qui prennent soin l'un de l'autre, qui se collent, qu'on ne peut pas desserrer. C'est compliqué, ça, de décrire le désir et d'écrire les relations charnelles, amoureuses et charnelles. Ah d'accord. Non, pas spécialement. Ça faisait partie vraiment. Voilà, c'est vrai qu'il y a des scènes d'amour, il y a des scènes oui aussi, vous l'avez dit, de soins, parce que voilà, elles ont une relation très particulière, ces filles-là, mais ça faisait partie. C'était dans le flot de l'écriture, donc voilà, ça m'a pas posé plus problème que ça. J'en avais besoin. C'est loin d'être une histoire platonique, et elles s'aiment très intensément, donc c'était dans le cours de l'écriture, quoi. Chez vous, Nathalie, effectivement. Excusez-moi, vous avez dit que c'était plus cash, moi parce que je trouve que non. Oui, non. Alors pas dans les descriptions. C'est moins amoureux. Ah, c'est moins amoureux, oui, mais c'est pas tellement plus cash. Enfin, je trouve pas. Mais c'est pas grave. On a du mal à avoir du recul. Mais c'est vrai qu'elle a certainement des descriptions plus longues, plus précises. Plus précises, effectivement. Moi, c'est plus le corps en déroute. Il y a plusieurs sortes de rencontres avec des hommes. La première avec Monsieur Pierre, il y a un grand désintérêt. Elle dit d'ailleurs qu'elle se demande ce qu'ils font ensemble. Ils sont blessés, ils se consolent, puisqu'on a tous besoin d'être consolés, peut-être, quelque part. Enfin, il y a cette idée où c'est très bref, de toute façon, ils restent ensemble, ils dansent, ils font peut-être l'amour des fois, mais c'est pas ça qui est important. Elle avait besoin d'une présence, donc elle reste un peu avec cet homme. Mais c'est Monsieur Pierre qui dit: le manque est notre pire ennemi. Voilà. C'est ça, hein. Finalement, c'est ça qu'ils essaient de combler ensemble. Voilà, tout à fait. Donc, il n'y a pas que du sexe. C'est vraiment, on se laisse tomber sur le lit quand le désir nous happe, mais c'est pas que ça qu'ils font. Ils boivent, ils dansent sans musique, ils se consolent, je pense. Et puis après, il y a cette relation avec les Polonais aussi, qui sont Henri Tournelle avec elle à trois, mais plus que là aussi comme des compagnons. Il y a beaucoup de rire là. Il y a beaucoup de rire, oui, voilà. Ils rient, ils s'amusent ensemble. Donc, en fait, dans ces relations, ce sont pas du tout des relations amoureuses. Hein. Mais comme le corps, quand on est dans une séparation, va chercher autre chose que l'amour, va chercher du contact, de la consolation, comme je disais. Voilà, elle fait des tentatives qui la rassurent, qui l'amènent et qui la dégradent aussi quelque part psychologiquement. Puisqu'elle cherche des choses en fait, et elle invente quelque chose, elle sait pas vraiment quoi, voilà. Et en même temps, dans son rapport avec ces trois jeunes Polonais, il y a quelque chose qui change radicalement du jour au lendemain.
c'est qu'un des trois lui offre un enfant qui a 9 ans peut-être, enfin c'est flou, Isaac. Et du jour où il lui offre cet enfant, elle devient mère, elle ne devient... Enfin, c'est comme si elle était plus apte aux relations sexuelles quand même. Oui, et d'ailleurs, elle dit que ça lui rappelle quand même l'attachement, la dépendance, enfin, de nouveau, celle qu'elle avait avec l'homme-chien, en fait. Donc, de nouveau, elle re-rentre dans ce rôle-là de dépendance avec un amour maternel, là, différent. Voilà, c'était pour parler aussi de toutes ces sortes de relations différentes, avec des sentiments complètement différents. Et donc, cet amour maternelle pour cet enfant arrive par hasard, par surprise, et elle en est complètement éprise, oui. L'amour maternel pour votre narratrice, Pauline, il n'est pas tellement abordé, c'est pas le sujet, même si on sent que l'enfant est importante pour sa mère. Mais je me suis dit que c'était même c'est comme si l'enfant n'était pas, en tout cas au cœur de la crise, n'était pas suffisant pour lui tenir l'amour maternel n'était pas suffisant pour lui tenir la tête hors de l'eau. Oui, c'est assez clair. Hein, elle l'abandonne. Enfin, elle l'abandonne. Elle le laisse chez ses parents. Oui, non, elle est en sécurité. Ça se passe bien parce que souvent on me dit voilà, mais quelle affreuse mère et tout ça. Mais c'est bon, alors c'est ma minute féministe, hein, mais ça m'agace parce que souvent on fait le procès de ce personnage. C'est quelque chose qu'on dirait jamais d'un homme. Si dans un roman il en venait à abandonner sa famille, enfin je veux dire, les livres sont peuplés de trucs comme ça, les films aussi. On voit toujours des bonhommes qui laissent femme et enfant pour aller vivre des aventures et personne ne sourcille. Alors moi, là il se passe ça pour ma narratrice. Non mais c'est vrai. Non mais d'ailleurs j'ai trouvé que quand tu dis ça, qu'elle le laisse chez ses parents et tout ça, c'est presque quelque chose qui est rajouté exprès pour dire tout va bien, vous inquiétez pas, c'est pas une mauvaise mère, l'enfant est en sécurité. mais oui, mais parce que voilà, et de fait, en fait, dans les librairies, quand je fais des rencontres, souvent on me dit, voilà, on m'interroge là-dessus, alors que je pense qu'on n'interrogerait pas un personnage homme qui ferait ça. Donc je ne t'ai pas interrogé sur l'abandon, j'ai parlé de l'amour maternel. Non, bien sûr, mais je faisais une parenthèse. Après, l'amour maternel, il est balayé, et c'est ça que j'avais envie d'interroger par la passion amoureuse, en fait, puisque à nouveau, hein, je crois que le personnage, elle est aussi très bonne fille, si j'ose dire. Elle a l'air d'aimer beaucoup ses parents, mais à nouveau, l'amour filial, que ce soit dans un sens de l'ascenseur ou dans l'autre, il est entièrement balayé, tout comme les amitiés qu'elle peut avoir, tout comme puisque voilà, il n'y a plus que cette chose-là qui compte et qui va la maintenir en vie. Donc c'est vrai que bon, son amour maternel est mis à mal. Enfin bon, mais c'est une question que soulève le texte. C'est pas voilà. L'amour maternel balayé par la passion. Pour votre narratrice, ça prend un autre sens. Elle va tellement aimer cet enfant qu'on va peut-être pas tout révéler, je ne sais pas, mais qu'on se demande où elle va poser les limites de cet amour, ou si elle va arriver à poser les limites de cet amour qui la submerge. C'est tout l'intérêt du livre, en fait, parce que si c'est un road trip et qu'il y a des frontières géographiques qui se passent, il y a aussi des frontières psychologiques et morales. Donc effectivement, on va se demander jusqu'où cet amour qui la déborde, qui la submerge. Enfin, c'est vraiment l'idée de l'irrationalité de l'affect, un peu là, qui rentre en jeu. Et effectivement, voilà, les limites, jusqu'où on peut les repousser et même les dépasser. Enfin, c'est cette idée-là. Les transgresser, les dépasser, les définir. Cette idée du personnage de l'insensé, enfin, les déraisons qui ne sont pas là. Mais c'est...
Voilà, cette idée, en fait, où il faut peut-être pas se tenir dans ce texte juste à ce qui se passe. En fait, c'est quand même cette figure-là où j'ai écouté une émission il y a pas longtemps d'une philosophe politique qui s'appelle Céline Spector, qui a écrit un essai qui s'appelle Éloge de l'injustice, et où elle parle de cette figure des philosophes avant, qui est de justement l'immoral, l'insensé, etc., qu'ils se créent eux-mêmes pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir avancer dans leur propre pensée face à un personnage comme ça, le fripon, enfin ces choses-là. Et je pense que dans mon livre, il y a cette idée-là de cette personne immorale, et le lecteur étant troublé, étant voilà, un petit peu par ce qui se passe, questionner sa propre limite, son propre cadre moral, en fait. Voilà. Pour continuer avec le rapport au corps et le rapport au sens, l'odorat est là dans vos 2 livres. À un moment, elle rencontre ce SDF qui s'appelle Didier, et elle dit, quand elle l'embrasse, il y a l'odeur du sang. Et elle cherche cette odeur, elle adore l'embrasser parce qu'il y a l'odeur du sang. Et vous... C'est pas tout à fait ça. Hein. Elle cherche l'odeur qu'il a. Elle ne sait pas, et elle veut l'embrasser tant qu'elle trouvera pas l'odeur qui est. Et finalement, elle fait un parallèle avec l'odeur du sang à un moment. Et chez Pauline, vous, votre narratrice, quand elle part, elle dit qu'elle a besoin de puanteur. Moi, ça m'a beaucoup intrigué, ça, sang, puanteur, par rapport à tout ce que vous pouvez évoquer dans vos livres. Ah ouais, elle est dure, celle. On peut la passer. Hein. Oui, non, c'est l'idée d'essence. Enfin, moi, il y a aussi un peu. Alors, je sais pas. Je croyais que vous alliez parler du son aussi, parce que moi, il y a un grand passage sur le son aussi. Voilà, donc c'est l'idée de ces sens qui sont complètement mis en exergue, qui sont complètement exacerbés. Elle a l'idée aussi. Bon, on va peut-être en parler après du son. Enfin, où elle écoute, elle répertorie les sons dans une maison. Après, voilà, cette idée de l'odeur, c'était aussi, voilà, pour ce côté un petit peu animal, sauvage, que devient cette femme. Donc voilà, j'ai voulu parler de tous ces sens-là qui développent un peu le côté animal de cette femme. Je vous fiche la paix. Bon, on va passer effectivement au son. Le silence vocifore. Et puis, il y a le cri aussi. Oui, il y a le cri aussi. Alors ça rejoint tout à fait ce qu'on dit, la question d'avant, c'est que au fur et à mesure qu'elle se détériore psychologiquement et qu'elle devient sauvage, que son animalité se développe de plus en plus, effectivement il y a des choses comme ça qui exultent, le cri à la fin, pas à la fin d'ailleurs, à un moment donné, elle pousse des cris, et voilà, c'est vraiment ce côté animal qu'on a en nous, cette dualité. Et on a été éduqués pour ne pas crier, ne pas pleurer. Enfin, les petits-enfants, on leur dit toujours d'arrêter de crier, d'arrêter de pleurer, d'arrêter d'être des petits animaux. Donc voilà, il y a ces choses-là que j'ai notées qui ressortent chez cette femme qui devient de plus en plus sauvage et donc qui pleure, qui crie, qui exulte. C'est peut-être ça qu'elle s'autorise pas, votre narratrice ? Le cri, l'animalité. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'elle construit son tombeau à la fin. Enfin, on ne sait pas. La fin est très ouverte, mais... Oui, c'est vrai, elle crie pas, elle fait pas ça, mais elle... pour relier avec le son, elle, c'est la musique, hein, donc du coup, voilà, elle passe des heures avec La jeune fille et la mort qui tourne en boucle, voilà, en tout cas croit-elle, parce qu'elle elle est entre la raison et la déraison. Mais oui, non, c'est vrai qu'elle crie pas. C'est une fille assez raisonnable finalement, enfin, qui s'est laissée avoir par la passion, mais non, elle vit c'est vrai qu'elle vit sa souffrance en silence plutôt. Puis il y a la danse aussi, chez vous deux. Alors plus dans la première partie, dans la deuxième partie à Trieste, je pense pas qu'elle ait
tellement envie de danser, quoique dans l'appartement ça pourrait, sur La jeune fille et la mort, je la verrais peut-être bien faire ça. C'est plus Sarah qui danse, mais je parlais de roman du mouvement. Le mouvement, il passe aussi par ces moments de danse-là. Et votre narratrice, en Norvège, à un moment, se retrouve dans une espèce de fête populaire, de bal populaire, où elle dit qu'elle ne sait pas danser, qui je crois est une... Enfin, je crois pas, je suis allée regarder, j'ai vu la vidéo, est une de vos chansons. Oui, de textes mis en musique, oui. Oui, tout à fait. Alors, ce côté-là qui arrive à la fin, quand elle devient pas folle, puisqu'elle ne devient jamais folle, elle le dit à un moment, j'espère la folie, mais elle ne vient pas, puisqu'elle se rend compte de ce qu'elle est en train de faire, mais donc elle est tout le temps consciente, en fait, de son état. Elle voudrait que ça passe du côté de la maladie, mais ça ne passe pas du côté de la maladie, c'est simplement une folie consciente. Et la danse, oui, la danse, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire. Danser, faire des choses avec son corps, bouger comme ça, ça s'apparente un petit peu à la folie, moi je trouve, quand on danse. C'est vrai, c'est bizarre de danser quand même. Et puis dans des lieux, on danse pas n'importe où non plus. Si on danse là, on est fou, alors que si on danse sur une piste de danse, on est danseur. Enfin, il y a quelque chose avec le corps comme ça qui est hyper intéressant dans la danse. Et là, ça se passe quand elle commence un peu à péter les plombs et elle danse pour séduire aussi, pour séduire l'enfant. La danse, Pauline ? Elle danse pas tellement. J'étais en train de réfléchir. Il y a une ou deux. Ouais. Ici, il y a quelques scènes chez des amis où. Oui, il y a des fêtes où c'est vrai, mais je crois que ce qu'il est dit de Sarah, c'est qu'elle danse mal, même très mal. Et voilà, Nancy. Après, Sarah, de toute façon, c'est une espèce de flamme fougueuse, donc ça m'étonnerait pas qu'elle danse quelquefois, mais j'ai pas de souvenir très. Il semblait peut-être que je. Oui, dans les fêtes, oui, il y a des scènes de fêtes où effectivement, elle a pas ce surmoi qui nous empêche parfois de voilà, donc elle danse, c'est vrai, puis l'autre la regarde, mais oui, non, pas plus que ça. Qu'est-ce qui est le plus toxique? La passion, enfin l'amour. Alors, je sais bien que c'est de l'amour ou c'est de la passion, ou la dépendance, ou est-ce qu'en fait c'est la même chose? Je suis un petit peu de ton avis quand tu disais la passion et l'amour, c'est pas la même chose. Donc oui, la passion, c'est forcément la dépendance. Donc c'est forcément toxique. Voilà, je pense. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Vos deux narratrices, elles sont dans une quête de soi ou une quête de l'autre? C'est mes petites questions de fin, ça. Non, enfin moi je pense qu'elle est plutôt dans une quête de la perte en fait, puisque son obsession c'est donc le nord du monde, comme je disais tout à l'heure, se cramer, oublier son passé, etc. Donc elle a envie de se perdre, de réinventer quelque chose, puisqu'au début elle part et elle dit justement à Monsieur Plaire, il ne sait pas que je suis en train d'inventer. Elle veut réinventer sa vie. Enfin, c'est un petit peu pareil aussi dans. Voilà, elle veut oublier, donc c'est plus une perte. C'est pour ça qu'elle se perd dans tous ses sentiments. C'est pour ça qu'elle divague, qu'elle tente des choses, etc. Et oui, après, moi, il n'y a pas une. Enfin, je sais pas si il y a une dépendance mais il y a surtout une perte de lucidité. Complètement par rapport à cet amour maternel. Enfin, voilà, une perte. Voilà, elle a tenté des tas de choses dans ce road trip là, et puis finalement, cette dépendance qu'elle a avec cet enfant lui rappelle l'homme-chien qu'elle dit qu'elle l'oublie. Enfin bon, tout se trouble vraiment à la fin jusqu'à commettre une faute. Voilà. Pour cette histoire de. C'est à la fois les deux. Le truc, c'est que quand on est dans une passion amoureuse, au fait, au début, il y a cet effet miroir incroyable où on a l'impression d'avoir trouvé en l'autre l'histoire de l'âme sœur, voilà, le fameux truc, donc son double, quelqu'un qui répond parfaitement. Donc, on a le sentiment bizarrement de s'être trouvé.
Et puis, en réalité, on se rend compte au bout d'un temps, et puis notamment quand l'histoire se termine, et elle se termine forcément quand c'est une passion, qu'on s'y est perdu, puisque à force d'avoir voulu fusionner, voilà, donc c'est vraiment, c'est les deux, et c'est bien ça le problème, si j'ose dire, et ce qui est troublant et déroutant, et puis qui peut mener jusqu'à la catastrophe, c'est de croire s'y trouver, et puis finalement de s'y perdre, enfin à mon sens en tout cas. Avant de demander au public s'il a des questions, je voudrais qu'on termine en parlant de vos écritures, de vos langues, parce que je trouve qu'il y a à la fois une richesse et une recherche formelle et littéraire très singulière chez chacune de vous. Pauline, vous l'avez déjà évoqué avec ce côté ressassement, leitmotiv, les allitérations, ça raconte Sarah, ça raconte ça, ça raconte ça, ça raconte Sarah, qui revient régulièrement. Mais il y a aussi même les répétitions de elle. Il y a des jeux de mots, notamment quand elle est à Trieste, elle voit Aperto, elle lit... elle parto, elle voit Spar, elle lit part. Enfin, et toujours avec cette ritournelle, ce ressassement. Et puis, dans la première partie, ces paragraphes très courts où vous insérez des espèces de petites fiches encyclopédiques sur des mots, sur le mot souffre, sur la latence. On n'a pas parlé de latence, mais c'est quelque chose de très important aussi dans votre roman. Et vous le disiez tout à l'heure, un renouvellement de l'écriture dans la deuxième partie. Premier roman pour l'une et l'autre. On a conscience de ça. Il y a la volonté du ressassement, comment on n'en fait pas trop, où est-ce qu'on insère ces petits passages encyclopédiques, se dire qu'arrivé à la moitié, on change. Comment on arrive à ce résultat-là, en tout cas ? C'est bien sûr, il n'y a pas de plan en tout cas. Enfin, je sais pas toi, mais je me suis pas dit 50 pages comme ci et puis 50 pages comme ça et ça ira bien. Non, c'est. On s'en parlait hier toutes les deux avec Nathalie et je crois elle est poète et moi j'écris beaucoup de poésie aussi. J'ai jamais publié, mais je crois qu'il y a quelque chose comme ça autour de la langue qui nous intéresse, en tout cas moi qui m'intéressait de travailler, parce que finalement c'est une histoire très, somme toute, assez banale que j'ai raconté, donc il fallait trouver un biais pour le faire et voilà, et ce qui m'a intéressé c'était de travailler ça. Oula, c'est la tempête, mais quant au passage que j'appelle pour moi d'écriture objective, c'est un systématisme qui m'est venu pour justement calmer un peu, pour beaucoup de raisons, et puis mais notamment pour essayer d'espacer un peu les moments intenses d'écriture qui couraient comme ça, qui allaient presque un peu trop vite. Pour pas essouffler, des moments de pause. Oui, Nathalie, on sent la poète dans le texte, très clairement. Le livre commence par « C'est courir qu'il faudrait », finit par « C'est courir qu'il faudrait ». Ça, on peut peut-être en dire deux mots aussi. Et puis, toi aussi, hein, c'est en boucle. Vous aussi, pardon, Pauline. Il y a une page où... ça fait comme un petit poème. Alors, vous regarderez, c'est page 112. Il y a plein de phrases. Alors, avec des blancs entre les mots. Là aussi, on se dit quelque chose de plus de l'ordre de la poésie que du roman. Et puis, en même temps, vous le disiez tout à l'heure, une écriture extrêmement incisive, des phrases courtes. Et en même temps, moi je trouve un foisonnement de descriptions, d'émotions, de sensations qui arrivent à jaillir de cette économie de mots, de phrases. Oui, c'est tout mon travail, il est là en fait dans le minimalisme. En fait, je voudrais dire toujours avec les mêmes mots, plein de choses. Enfin, essayer d'exprimer, avec des
un vocabulaire très simple, voilà, c'est beaucoup. Moi, j'écris à voix haute en fait, bon, parce que j'écris de la poésie, donc j'écris à voix haute. Chaque phrase, je la dis d'abord avant de l'écrire, et donc très sonore, très Le Poulain, très en avance, et puis ces descriptions, voilà, avec très peu de mots. Enfin, vous avez très bien expliqué ce que j'ai fait dans mon livre là. Et puis oui, ces phrases qui sont parfois comme ça poétiques, c'est un petit peu aussi les respirations, comme ça, des suspens, des choses qui sont un petit peu en suspens. Et comme je viens de le dire, voilà, comme j'écris à voix haute, des fois j'ai l'impression qu'il faut des silences, des choses voilà, qui sont voilà, moins condensées, moins dans cette fougue d'avancée, donc de temps en temps. C'est comme une partition en fait. Et c'est vraiment voilà, entendre le son de ce qu'on est en train d'écrire. Bon, comme elle le disait, on en a parlé. Moi, ce qui m'intéresse dans la littérature, c'est les langues, les voix qui se dégagent, les histoires, peu importe. Voilà, comme une partition, Pauline, ça résonne aussi complètement chez vous, je pense. Oui, bien sûr. Bah, moi, j'ai pensé mon texte comme ça, parce que je suis une musicienne ratée et que du coup, voilà, non, mais je m'en cache pas. Et du coup, c'est vrai que j'avais envie de quelque chose comme ça, avec des leitmotifs, des thèmes exposés en mineur dans la première partie, qui réexplosent en majeur dans la deuxième. Enfin, voilà, des entrecroisements, des choses comme ça. Je me suis beaucoup musicienne ratée, mais il vous en reste un petit peu, quand même, ça va. Ah bah, je serais un foutu de jouer d'un instrument, mais en tout cas, voilà. C'est ça ton instrument. C'est ça. Écriture. Il est venu comment le besoin de, alors pas de laisser la poésie, parce que j'imagine bien que vous ne l'avez pas définitivement laissé, mais le besoin du roman par rapport à la poésie? C'est l'envie d'une forme longue. Hein. Déjà, j'ai commencé à écrire des recueils, donc c'était que des textes courts. Puis j'ai commencé à écrire des textes de poésie, mais longs, de plus en plus narratifs. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, voilà, je vais essayer d'écrire un roman. Enfin voilà, c'est une tentative, voilà, parce que ça devenait de plus en plus long et de plus en plus narratif. Donc voilà, l'envie est venue seule. Mais j'en ai commencé plusieurs avant. J'imagine que vous aussi, Pauline, ou c'était celui-là. Enfin, on en commence toujours plusieurs pour arriver à celui qui doit être. Bah non, moi c'était lui, mais sans savoir que ce serait lui. C'est-à-dire que j'avais cette scène, ce petit prologue ou prélude, enfin je sais pas comment il faut dire, qui est placé avant les deux parties de 3 pages. Et j'avais cette scène en tête. Qui me hantait vraiment jour et nuit, une espèce de vision comme ça et en fait j'ai écrit cette scène pour m'en débarrasser. Vraiment, je voulais plus voir ça, je voulais plus y penser, donc j'ai écrit, et en l'écrivant, donc vraiment presque comme on le trouve intouché dans le livre, 3 pages, je me suis dit pour la première fois, c'est pas uniquement ça, c'est peut-être dans une histoire, et peut-être que je vais essayer de raconter cette histoire. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Est-ce que vous avez des questions pour Nathalie Yotte ou Pauline Delabroix à l'art? Mais lancez-vous! Comme à l'école. C'est toujours la première qui est la plus difficile. Il reste 5 minutes, qu'est-ce que je fais? Je vous demande de lire un bout de texte. Pauline, je vais les faire lire un tout petit peu. Il reste 3 minutes, je les fais lire un tout petit peu. Les gens s'en vont. Bon, bah, alors, on arrête là. On les applaudit très fort. Je vous le conseille vivement, ces 2 premiers romans.